Pierre, un célibataire endurci de 38 ans, vivait une vie monotone dans un petit appartement à Paris. Avec son allure d'éternel ado, il aimait flâner dans les rues, les mains dans les poches de son blouson en cuir, toujours en quête d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle conquête, ou simplement d'une bonne excuse pour éviter de faire la vaisselle qui s'entassait depuis des jours. Pierre, c'était un type sympa, mais il avait ce petit quelque chose qui faisait qu'il restait irrémédiablement célibataire. Peut-être son obsession pour les films de kung-fu des années 70, ou son goût immodéré pour les chemises à fleurs, allez savoir. Un soir d'hiver, alors que Pierre regardait pour la énième fois un film de Bruce Lee en mangeant une pizza froide, il reçut un appel mystérieux. Le téléphone, un vieux modèle à cadran qu'il conservait par nostalgie, sonna dans un silence troublant. Surpris, il décrocha. Personne ne l'appelait jamais à cette heure. Au bout du fil, une voix énigmatique lui annonça qu'il avait été choisi pour participer à une expérience révolutionnaire. Un voyage dans le temps. Pierre haussa les sourcils, perplexe mais curieux. Après tout, pourquoi pas? Sa vie n'était pas particulièrement trépidante, alors pourquoi ne pas tenter l'aventure? Le rendez-vous fut pris pour le lendemain matin, dans un laboratoire secret situé sous la tour Eiffel. Pierre, toujours partant pour une nouvelle expérience, surtout si elle pouvait impressionner les filles, se leva tôt pour l'occasion. Vêtu de son blouson préféré, d'un jean un peu trop serré et chaussé de ses bottines en cuir, il se dirigea vers le lieu de rendez-vous. En descendant sous la Dame de Fer, il fut accueilli par un scientifique à l'air un peu fou, avec des cheveux ébouriffés et des lunettes épaisses. Ce dernier lui expliqua rapidement que l'objectif de l'expérience était de tester une machine à voyager dans le temps récemment développée. Pierre, qui ne comprenait pas grand-chose aux explications techniques, se contenta d'hocher la tête. Avant même de pouvoir dire supercalifragilisticexpialidocious, Pierre se retrouva attaché à une chaise étrange, une sorte de casque sur la tête. Le scientifique, après quelques réglages hasardeux, enclencha la machine. Un bruit sourd résonna, suivi d'un éclair aveuglant, puis tout devint noir. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Pierre se retrouva dans un lieu familier, mais étrange. Il reconnut les rues de Paris, mais quelque chose clochait. Les voitures, les vêtements des passants, les publicités, tout semblait sorti d'une autre époque. Pierre réalisa rapidement qu'il avait été projeté dans les années 1980. Une époque où les Walkman régnaient en maître, où les pantalons pattes d'éléphant étaient à la mode, et où la discothèque, le Palace, était l'endroit où il fallait être vu. Pierre, se retrouvant dans son propre passé, était à la fois excité et terrifié. Mais fidèle à lui-même, il se dit qu'il devait tirer parti de cette situation. Après tout, les années 80 étaient synonymes de fêtes endiablées, de musique funky, et surtout de filles aux coiffures improbables mais attirantes. Pierre, avec son blouson en cuir qui semblait parfaitement à sa place dans cette époque, décida de partir à l'aventure. Il se dirigea vers une boîte de nuit légendaire, le Palace, espérant y trouver de l'action. Mais en chemin, il fut intercepté par une bande de voyous en roller qui semblait sorti tout droit d'un film de série B. Ils le prirent pour un étranger à la mode, ce qui, techniquement, n'était pas complètement faux. Pierre, sans se laisser démonter, improvisa une chorégraphie inspirée des films de kung-fu qu'il aimait tant. Les voyous, pris de court, s'écartèrent, perplexes, laissant Pierre poursuivre son chemin, triomphant. Arrivé au palace, l'ambiance était électrique. Les lumières stroboscopiques clignotaient au rythme de la musique disco et les gens dansaient frénétiquement sur la piste. Pierre se sentait chez lui. Il se faufila jusqu'au bar et commanda un cocktail bizarrement nommé explosif funky. Alors qu'il sirotait sa boisson, une femme mystérieuse s'approcha de lui. Elle portait une robe à paillettes, des talons hauts, vertigineux et un air de défi dans le regard. Elle lui demanda s'il était nouveau en ville. Pierre, toujours aussi maladroit avec les filles, bafouilla une réponse confuse, mais elle sembla intriguée par son accent étrange et son look décalé. La soirée avançait, et Pierre se retrouva bientôt entraîné dans une aventure rocambolesque. La femme mystérieuse, qui se présenta sous le nom de Sophie, le conduisit dans les coulisses de la boîte de nuit. Là, elle lui révéla qu'elle était en réalité une espionne, en mission pour déjouer un complot international. Le cerveau du complot n'était autre qu'un riche industriel, propriétaire d'une chaîne de salons de coiffure, qui utilisait les permanentes pour implanter des micropuces dans le cerveau des clients, contrôlant ainsi leur esprit. Pierre, malgré lui, se retrouva plongé dans une intrigue digne des plus grands films d'espionnage. Il suivit Sophie à travers les rues de Paris, évitant les pièges tendus par les hommes de main du méchant industriel. À un moment donné, ils durent se déguiser en membres d'un groupe de rock pour échapper à la surveillance. Pierre, avec une perruque bouclée sur la tête et une guitare en plastique à la main, se demanda comment il avait bien pu en arriver là. Mais l'heure n'était pas à la réflexion. L'action s'intensifiait. Sophie et Pierre pénétrèrent dans le QG du méchant, situé dans un immeuble anodin du 15e arrondissement. À l'intérieur, ils découvrirent un laboratoire secret où des dizaines de coiffeurs habillés en blouse blanche travaillaient sur des coiffures dignes des pires cauchemars capillaires.
Pierre, horrifié par la vision de ses coupes de cheveux désastreuses, se rendit compte que l'enjeu était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. S'ensuivit une série de péripéties rocambolesques. Pierre et Sophie durent affronter des coiffeurs ninjas, déjouer des pièges mortels cachés dans des sèches-cheveux et échapper à des poursuivants armés de ciseaux géants. Chaque instant était plus absurde que le précédent, mais Pierre s'amusait comme un fou. Après tout, il n'avait jamais vécu une aventure aussi palpitante. Le moment de l'affrontement final arriva. Pierre et Sophie se retrouvèrent face au méchant industriel, un homme au regard glacial et à la coiffure impeccable. Il tenait dans sa main une télécommande, prête à activer les micropuces implantées dans les cerveaux de milliers de Parisiens. Pierre, dans un élan de courage, ou peut-être de pure folie, se jeta sur le méchant, lui arrachant la télécommande des mains. S'ensuivit une lutte acharnée, ponctuée de coups bas et de répliques cinglantes. Finalement, grâce à un stratagème brillant et un peu de chance, Pierre réussit à désactiver la télécommande, sauvant ainsi Paris d'une coiffure collective catastrophique. Le méchant industriel, furieux, tenta de s'enfuir, mais fut rapidement rattrapé par les forces de l'ordre, alertées par Sophie. Pierre, épuisé mais triomphant, regarda le méchant se faire embarquer, satisfait du travail accompli. Alors que l'aube se levait sur Paris, Sophie remercia Pierre pour son aide précieuse. Elle lui offrit un baiser sur la joue avant de disparaître dans la foule. Pierre, encore sous le choc de l'aventure qu'il venait de vivre, se demanda si tout cela avait vraiment eu lieu. Mais lorsqu'il trouva dans sa poche la perruque bouclée qu'il avait portée plus tôt, il sut que ce n'était pas un rêve. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, une nouvelle détonation retentit. Le scientifique fou réapparut soudainement, accompagné de sa machine à voyager dans le temps, manifestement désolé d'avoir laissé Pierre seul si longtemps. Il proposa de le ramener à son époque. Pierre, avec un sourire en coin, accepta, bien que secrètement, il regrettait un peu de devoir quitter les années 80. De retour dans son appartement du 21e siècle, Pierre s'assit sur son canapé, une pizza chaude à la main. Il repensa à son aventure, souriant à l'idée que lui, Pierre, célibataire endurci, avait sauvé Paris d'un complot capillaire. Il n'était peut-être pas un héros classique, mais il avait vécu une aventure que personne ne croirait jamais. Et c'était parfait ainsi. Avec un dernier clin d'œil à ses souvenirs des années 80, Pierre se leva, alluma son vieux lecteur de cassettes et mit une chanson de Queen. Après tout, le voyage dans le temps, c'était bien sympa, mais rien ne valait un bon rock des années 80 pour finir la journée en beauté.